morte. Annabeth et moi, j'ai dévissé le couvercle du thermos d'un quart de tour. Instantanément, un souffle de vent blanc a jailli du thermos et nous a projetés sur le côté, transformant notre chute verticale en atterrissage forcé à 45 degrés. Le vent qui fusait du thermos semblait rire, comme s'il était heureux de retrouver la liberté. Quand le canot a touché la surface de l'océan, nous avons rebondi une fois, puis deux, comme un caillou qui fait des ricochets, puis rasé l'eau à la vitesse d'un hors-bord, le visage fouetté par des embruns salés. Rien devant nous que l'immense océan. J'ai entendu une clameur outragée en provenance du paquebot derrière nous, mais nous étions déjà hors de portée de leurs armes. Très vite, le princesse Andromède s'est réduit à un petit jouet blanc à l'horizon, puis il a disparu. Tandis que nous filions au ras des vagues, Annabeth et moi avons tenté de contacter Chiron par Iris Mail. Il nous semblait important de prévenir quelqu'un de ce que tramait Luc, et nous ne savions pas à qui d'autre faire confiance. Le vent du thermos soulevait un joli rideau d'embrun où le soleil faisait un arc-en-ciel, idéal pour les Irmail. Toutefois, notre connexion était mauvaise. Lorsque Annabeth a lancé une drachme d'or dans la brume de gouttelettes en priant la déesse de l'arc-en-ciel de nous montrer Chiron, nous avons effectivement pu voir son visage, mais il y avait un drôle d'éclairage clignotant en arrière-plan, et une musique rock tonitruante, comme s'il était dans une boîte de nuit. Nous lui avons raconté notre départ en douce de la colonie, ainsi que notre rencontre avec Luc à bord du Princesse Andromède et la découverte du sarcophage doré qui abritait la dépouille de Cronos. Mais entre le bruit qu'il y avait de son côté et le fracas du vent et des vagues d'une autre, je ne savais pas trop ce qu'il entendait. Percy, a crié Chiron, fais attention à A. Des hurlements dignes de guerriers Comanches, criant victoire, ont retenti derrière lui, couvrant sa voix. Quoi? La peste, soit de mes cousins. Chiron a baissé la tête, juste à temps pour éviter une assiette qui est partie s'écraser. Les dieux savent où. Annabeth, tu n'aurais pas dû laisser Percy quitter la colonie, mais si vous arrivez à retrouver la toison. Youhou, a crié une voix derrière Chiron. Youpia. Le volume a monté d'un cran, et les basses ont grimpé si haut que notre canot s'est mis à trembler. Miami, hurlait Chiron, j'essaierai de surveiller. Notre écran de brume s'est brisé comme si quelqu'un, à l'autre bout, y avait jeté une bouteille, et Chiron a disparu. 1 heure plus tard, nous avons vu la terre ferme, une longue plage bordée d'hôtels en gratte-ciel. Il y avait de plus en plus de bateaux de pêche et de pétroliers sur l'eau. À présent, une vedette de garde-côte nous a dépassés par tribord, puis a décrit un virage. Voulait-il venir nous inspecter de plus près? Ce n'était sans doute pas tous les jours qu'il croisait un canot de sauvetage sans moteur fonçant à 100 nœuds à l'heure, avec 3 mômes pour tout équipage. Si Virginia Beach, on est dans la baie de Chesapeake, s'est écrié Annabeth lorsque nous avons approché de la côte. Par les dieux, comment le princesse Andromède a-t-il pu couvrir une telle distance en une nuit? Ça doit faire 530 000 nautiques, ai-je complété. Elle m'a regardé estomaqué. Comment le sais-tu? Je ne sais pas trop. Annabeth a réfléchi quelques instants. Percy, a-t-elle repris, quelle est notre position? 36 degrés, 44 minutes, nord, 76 degrés, 2 minutes ouest, et j'ai répondu immédiatement. Mais par les dieux, comment je le sais? Ça te vient de ton père, je suppose. Quand tu es en mer, tu sais parfaitement évaluer ta position, c'est trop cool. Je n'en étais pas convaincu. Je n'avais pas envie d'être un GPS humain, mais avant que j'aie pu répondre, Tyson m'a tapoté l'épaule. L'autre bateau arrive. J'ai tourné la tête. Puis, de tout à présent, la vedette des gardes-côtes nous poursuivait. Ses phares clignotaient et elle gagnait de la vitesse.
laisser nous rattraper, ai-je dit. Il nous poserait trop de questions. Continue d'avancer dans la baie, a ordonné Annabeth. Je connais un endroit où nous pourrons nous cacher. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle voulait dire, ni comment elle connaissait si bien la région. J'ai pris le risque de dévisser un peu plus le couvercle de thermos, et une nouvelle rafale nous a projetés de l'autre côté de la pointe de Virginia Beach, à l'intérieur de la baie de Chesapeake. Nous avons vite semé la vedette et continué à fond de train jusqu'au moment où les rivages de la baie se sont resserrés de part et d'autre. Nous étions entrés dans le delta d'un fleuve. J'ai senti le passage de l'eau de mer à l'eau douce. Soudain, une énorme fatigue s'est abattue sur moi, comme si je faisais une chute de glycémie. Je ne savais plus où j'étais, ni comment quitter le bateau. Heureusement, Annabeth me donnait des indications. Là, après ce banc de sable, nous nous sommes engagés dans une zone marécageuse, envahie de roseaux. J'ai échoué le canot au pied d'un cyprès géant. Des arbres couverts de lyres se dressaient tout autour de nous. Des insectes grouillaient dans les bois. L'air était humide et chaud. Des volutes de vapeur s'élevaient du fleuve. En un mot, ce n'était pas New York, et ça ne me plaisait pas. Venez, a dit Annabeth. C'est tout près de la rive. Quoi donc? Ai-je demandé. Suis-moi, c'est tout. Elle a attrapé un sac marin. Il faut couvrir le bateau. On n'a pas intérêt à attirer l'attention. Après avoir enfoui le canot sous des branchages, Tyson et moi avons suivi Annabeth le long du rivage. Nos pieds s'enfonçaient dans la vase rougeâtre. Un serpent est passé en flèche devant ma chaussure pour se perdre dans les herbes. Pas bon endroit, a marmonné Tyson, tout en balayant d'un revers de la main les moustiques alignés sur son bras, comme s'il faisait la queue à un buffet. Au bout de quelques minutes, Annabeth a dit « C'est ici ». Je ne voyais que des ronces. Annabeth a alors écarté des branchages entremêlés qui formaient une sorte de porte dressée, et je me suis rendu compte que j'étais devant un abri camouflé. L'intérieur était assez spacieux pour trois, même avec Tyson pour troisième. Les parois étaient tissées avec des plantes, comme les cabanes des Indiens d'Amérique, mais elles semblaient bien étanches. Dans un coin était empilé tout ce dont on pouvait avoir besoin pour camper. Des sacs de couchage, des couvertures, une glacière et une lampe à kérosène. Il y avait de l'équipement pour demi-dieu également, des pointes de javelot en bronze, un carquois plein de flèches, une épée et une boîte d'ambroisie. La cabane sentait le moisi, comme si elle était restée inoccupée longtemps. Une cachette pour demi-dieu. J'ai regardé Annabeth, très impressionné. Tu as fabriqué cet endroit? Ouais, oui, a-t-elle dit, posément avec Talia et Luc. Ça n'aurait pas dû m'embêter. Je savais bien que Talia et Luc s'étaient occupés d'Annabeth quand elle était petite. Je savais qu'ils avaient fui ensemble, tous les trois, poursuivis par des monstres, et qu'ils avaient survécu tout seuls jusqu'au moment où Grover les avait trouvés et avait essayé de les amener à la colline des Emmêlés. Il n'empêche que, chaque fois qu'elle évoquait cette période qu'elle avait partagée avec eux, je me sentais, comment dire, mal à l'aise. Non, ce n'était pas le mot exact. Le mot exact était jaloux. Alors, tu n'as pas peur que Luc vienne nous chercher ici? Elle a fait non de la tête. Nous avons construit une dizaine de cabanes comme celle-ci. Ça m'étonnerait que Luc se souvienne de leur emplacement, ni même que ça l'intéresse. Elle s'est laissée tomber sur les couvertures et s'est mise à farfouiller dans son sac marin. Tout, dans son attitude, indiquait qu'elle n'avait pas envie de parler. Tyson, ai-je dit, ça t'ennuierait d'aller faire un peu de repérage, voir si tu ne trouverais pas une supérette de Cambrousse par exemple. Une supérette? Ouais, pour acheter à manger, des beignets au sucre, ce genre de truc, mais ne t'éloigne pas trop. Des beignets au sucre, a répété Tyson, très sérieusement. Je vais chercher des beignets au sucre en pleine Cambrousse. Il est sorti de la cabane et s'est mis à crier. Coucou, les beignets, où êtes-vous? Après son départ, je me suis assis en face d'Annabeth et lui ai-je dit
Je suis désolé, tu sais, pour la rencontre avec Luc. Ce n'est pas ta faute. Elle a dégainé son poignard et entrepris d'en essuyer la lame avec un chiffon. Il nous a laissé partir trop facilement, ai-je ajouté. J'espérais que je me faisais des idées, mais Annabeth a hoché la tête. Je me disais la même chose. Tu te rappelles ce que nous l'avons entendu dire? Qu'il allait mordre à l'hameçon. Je crois qu'il parlait de nous. C'est la toison, l'hameçon ou Grover. Elle a examiné le tranchant du poignard. Je l'ignore, Percy. Peut-être qu'il veut la toison pour lui. Peut-être qu'il espère que nous ferons le plus difficile du boulot et qu'il pourra nous la voler ensuite. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a empoisonné l'arbre. Que voulait-il dire en prétendant que Talia aurait été de son côté? Il se trompe, tu n'as pas l'air convaincu. Annabeth m'a fusillé du regard, et j'ai regretté de lui avoir posé cette question alors qu'elle maniait un poignard. Percy, tu sais à qui tu me fais le plus penser? À Talia. Vous avez tellement de points communs tous les deux que c'en est effrayant. Je crois que soit vous auriez été les meilleurs amis du monde, soit vous vous seriez étripés. On va dire les meilleurs amis du monde. Talia se fâchait contre son père quelquefois, comme toi. Est-ce que toi, ça pourrait te pousser à te rebeller contre l'Olympe? J'ai rivé les yeux sur le carquois dans le coin. Non, ai-je répondu. Bon, ben, c'est réglé. Elle non plus. Luc se trompe. Annabeth a planté son poignard dans le sol. J'avais très envie de l'interroger sur la prophétie à laquelle Luc avait fait allusion, et sur le rapport avec mes 16 ans, mais j'étais sûr qu'elle ne m'en dirait rien. Chiron m'a bien fait comprendre que je n'avais pas le droit d'en être informé, tant que les dieux ne l'auraient pas décidé. Alors, à quoi pensait Luc en parlant des cyclopes? ai-je demandé. Il a dit quoi? Il a dit que toi, entre tous. Je sais ce qu'il a dit. Il faisait allusion à la véritable raison de la mort de Talia. J'ai attendu, ne sachant trop quoi dire. Annabeth a poussé un gros soupir. On ne peut pas faire confiance aux cyclopes. Percy, il y a 6 ans, le soir où Grover nous conduisait à la colline des Emmêlés, soudain, elle a été interrompue par le grincement de la porte de la cabane qui s'ouvrait. Tyson s'est faufilé à l'intérieur. Beignet au sucre, a-t-il annoncé fièrement en brandissant une boîte de pâtissier. Annabeth l'a dévisagé avec des yeux ronds. Où as-tu trouvé ça? Nous sommes en pleine cambrousse. Il n'y a rien. À 15 mètres d'ici, a achevé Tyson. Une boutique. Des monstres de beignets. Juste de l'autre côté de la colline. Ça ne me dit rien qui vaille, a marmonné Annabeth, accroupie derrière un arbre. Nous regardions la boutique à beignets en plein bois. Elle avait l'air flambant neuf, avec ses fenêtres brillamment éclairées, son parking et sa petite allée qui s'enfonçait dans la forêt. Mais il n'y avait aucun autre bâtiment aux alentours, et aucune voiture n'était garée sur le parking. À l'intérieur, un employé lisait un magazine derrière la caisse. C'était tout, sur l'avant du magasin, en énormes lettres noires, que même moi je lisais sans peine. Il était marqué des monstres de beignets. Un ogre en carton mordait dans le haut de monstres. De bonnes odeurs s'échappaient du magasin. Des effluves de beignets au chocolat tout frais. Ce n'est pas normal, a chuchoté Annabeth. Ce magasin ne devrait pas être là. Pourquoi? Ce n'est qu'un magasin de beignets. Chut. Pourquoi on chuchote? Tyson y est allé, il a acheté une douzaine de beignets. Il ne lui est rien arrivé. Oui, mais lui c'est un monstre. Arrête Annabeth. Des monstres de beignets, ça ne veut pas dire qu'il y ait des monstres. C'est une chaîne. On en a à New York. Une chaîne, oui. Tu ne trouves pas ça bizarre que ce magasin-là soit apparu juste après que tu as dit à Tyson d'aller chercher des beignets? Comme ça, au beau milieu de la forêt. J'ai réfléchi à la question. Certes, ça semblait un peu étrange, mais bon, les magasins beignets ne figuraient pas en haut de ma liste de forces du mal.
expliquait Annabeth. Tyson a gémi. À mon avis, il ne comprenait pas plus que moi ce que racontait Annabeth, mais le ton de sa voix le mettait mal à l'aise. Il avait déjà avalé une demi-douzaine des beignets de sa boîte et se couvrait le visage de sucre en poudre. Un nid de quoi ai-je fait? À ton avis, pourquoi les boutiques franchisées poussent-elles aussi vite? Tu ne t'es jamais posé la question. Du jour au lendemain, tu as un nouveau fast-food, un nouveau café, un nouveau magasin de n'importe quoi. Ça commence par une seule boutique, puis deux, puis quatre, toutes copies conformes qui poussent comme des champignons dans tout le pays. Non, je n'y ai jamais réfléchi. Merci, certaines chaînes se multiplient très vite parce que leurs emplacements sont reliés magiquement à la force vitale d'un monstre. Certains enfants d'Hermès ont mis au point le procédé dans les années 1950. Ils s'élèvent. Soudain, elle s'est figée. Quoi? Ai-je insisté? Ils s'élèvent quoi? Pas de geste brusque, a dit Annabeth, comme si sa vie en dépendait. Tourne-toi très lentement. C'est alors que je l'ai entendu. Un frottement, comme si une grande bête rampait entre les feuilles. Je me suis retourné et j'ai découvert une créature de la taille d'un rhinocéros qui avançait entre les ombres des arbres. Elle sifflait et l'avant de son corps se tortillait dans tous les sens. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce que me montraient mes yeux. Puis je me suis rendu compte que la créature avait une multitude de coups, au moins 7, terminés chacun par une tête de serpent qui tirait la langue en sifflant. Elle avait la peau parcheminée et portait sous chaque coup un bavoir en plastique marqué « Je suis un bébé des monstres de beignets ». J'ai sorti mon stylo pie, mais Annabeth a capté mon regard. Une mise en garde silencieuse. Pas encore. J'ai compris, beaucoup de monstres ont une très mauvaise vue. Il n'était pas exclu que l'hydre passe devant nous, sans nous remarquer. Mais si je dégainais mon épée maintenant, l'éclat du bronze ne manquerait pas d'attirer son attention. Nous avons attendu. L'hydre n'était plus qu'à quelques pas. Elle reniflait le sol et les arbres, comme si elle était sur une piste. J'ai alors remarqué que deux de ses têtes déjectaient un bout de toile jaune, un de nos sacs marins. La créature avait déjà visité notre campement. C'était notre piste qu'elle suivait. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'avais vu une tête d'hydre empaillée à la colonie. Un trophée, mais cela ne m'avait pas du tout préparé au choc de la créature en vrai. Chaque tête était en forme de losange, comme celle d'un serpent en sonnette, mais les gueules étaient bordées de plusieurs rangées de dents pointues comme celles d'un requin. Tyson tremblait, il a reculé d'un pas et marchait sans le vouloir sur une brindille. Immédiatement, les 7 têtes se sont tournées vers nous en sifflant. Dispersez-vous, a crié Annabeth, qui a plongé sur la droite. J'ai roulé sur la gauche. Une des têtes de l'hydre a craché un jet de liquide vert qui est passé au ras de mon épaule et a frappé un orme. Le tronc a commencé à se désintégrer en fumant. L'arbre entier a penché, basculant vers Tyson, qui n'avait toujours pas bougé, pétrifié par le monstre qui était maintenant juste en face de lui. Tyson! Je l'ai suivi à bras le corps et l'ai poussé sur le côté de toutes mes forces, pile au moment où l'hydre a attaqué. L'arbre s'est abattu sur deux des têtes du monstre. L'hydre a titubé et s'est dégagée d'un geste brusque, puis elle a poussé des cris scandalisés à l'attention de l'arbre. Les 7 têtes ont craché de l'acide et l'orme a fondu pour se réduire à une flaque de boue fumante. Sauve-toi, ai-je crié à Tyson. J'ai couru sur le côté et dégainé une turbulence dans l'espoir de détourner l'attention du monstre. Ça a marché. La vue du bronze céleste est quelque chose d'insupportable pour la plupart des monstres. Dès que ma lame étincelante est apparue, l'hydre a rétracté ses 7 têtes vers elle, en sifflant et en montrant les crocs. La bonne nouvelle, c'était que Tyson était temporairement hors de danger. La moins bonne,
j'allais être transformé en bouillie. Une des têtes était lancée vers moi. Sans réfléchir, j'ai asséné mon épée. Non, a hurlé Annabeth. Trop tard, ma lame a tranché le cou de l'hydre. La tête a roulé dans l'herbe, laissant un moignon qui s'est tout de suite arrêté de saigner pour commencer à gonfler comme un ballon de baudruche. En quelques secondes, le cou blessé s'est divisé en deux et au bout de chaque nouveau coup a poussé une tête grandeur nature. J'avais maintenant devant moi une hydre à 8 têtes. Merci, s'est écrié Annabeth d'un ton de reproche. Tu viens d'ouvrir une autre boutique des monstres de beignets. Quelque part, j'ai esquivé un jet d'acide. Je vais mourir, et tu t'inquiètes de ça. Comment on fait pour la tuer? Du feu, il nous faut du feu. En entendant Annabeth, je me suis souvenu de l'histoire. Les têtes de l'hydre ne cesseraient de se multiplier que si nous brûlions les moignons sans leur laisser le temps de repousser. C'est ce qu'avait fait Héraclès en tout cas. Problème, nous n'avions pas de feu. J'ai battu en retraite vers le fleuve. L'hydre m'a suivi. Annabeth s'est retrouvée sur ma gauche et a tenté de distraire une des têtes tout en parant ses coups de croc avec son poignard. Mais une autre tête l'a fauché comme une massue. Dans un mouvement latéral, il l'a projeté dans la boue. Pas frapper mes amis. Tyson est passé à l'attaque, s'interposant entre l'hydre et Annabeth. Tandis qu'Annabeth se relevait, Tyson s'est mis à cribler la tête du monstre de coups de poing, aussi rapide que dans un jeu vidéo. Mais même Tyson ne pouvait pas repousser l'hydre éternellement. Nous avons continué de reculer à petits pas, en évitant les jets d'acide et les coups de croc des têtes de l'hydre sans les trancher. Mais je savais que nous ne faisions que retarder le moment de notre mort. Tôt ou tard, nous commettrions une erreur et la créature nous tuerait. C'est alors que j'ai entendu un drôle de bruit, un teuf-teuf que j'ai d'abord pris pour les battements de mon cœur. Il était si puissant qu'il faisait trembler la rive du fleuve. Qu'est-ce que c'est que ça? A crié Annabeth sans quitter l'hydre des yeux. Locomotive à vapeur, a dit Tyson. Quoi? J'ai baissé la tête pour éviter un jet d'acide. À ce moment-là, derrière nous, sur le fleuve, une voix familière a donné. Allez-y, préparez la pièce de 32. Je n'ai pas osé détacher le regard de l'hydre, mais si la voix était bien celle que je croyais, nous avions maintenant des ennemis sur deux fronts. Une voix d'homme rocailleuse a répondu. Ils sont trop près, il a dit. La baisse, soit de ces héros, a dit la fille, en avant toute. À vos ordres, milady. Feu à volonté, capitaine. Annabeth a compris ce qui se passait un quart de seconde avant moi. Jetez-vous au sol, a-t-elle hurlé. Nous avons plongé tous les trois au moment même où un boum retentissant montait du fleuve. Un éclat de lumière a embrassé le ciel. Suivi d'une colonne de fumée sous nos yeux, l'hydre a explosé en nous aspergeant d'une immonde pluie de gouttes vertes et visqueuses qui se sont tout de suite volatilisées comme le font en général les tripes des monstres. Burk, a hurlé Annabeth. Bateau à vapeur, a crié Tyson. Je me suis relevé en toussant la gorge irritée par la fumée de poudre à canon qui déferlait sur la rive. Le bateau, le plus étrange que j'ai vu de ma vie, a avancé vers nous le long du fleuve. Il était immergé dans l'eau comme un sous-marin et son pont était recouvert d'acier. Au milieu de ce dernier se dressait une tourelle avec des fentes de chaque côté pour les canons. Un drapeau flottait à son sommet, un sanglier et une lance sur fond rouge sang. Sur le pont s'alignaient des zombies en uniforme gris, des soldats morts dont les visages luisants ne recouvraient que partiellement le crâne, comme les morts vivants que j'avais vus aux enfers gardant le palais d'Hadès. C'était un cuirassé, un croiseur cuirassé du temps de la guerre de sécession, qui avait opposé les Yankees et les sudistes. Je suis parvenu à déchiffrer son nom écrit en lettres couvertes de lichen. Sur la proue, le Birmingham est debout devant le canon fumant qui avait failli nous expédier dans la tombe, en armure grecque de combat.
Chapitre 11. Clarisse met le feu aux poudres. Vous êtes dans de beaux draps, les gars. J'aime autant vous le dire, a annoncé Clarisse. Nous venions d'achever une visite du bateau dont nous nous serions volontiers dispensés, traversant une série de pièces sombres et bondées de marins morts. Nous avions vu la soute à charbon, la chaufferie et le moteur, qui toussaient comme s'ils menaçaient d'exploser d'une minute à l'autre. Nous avions également visité le poste de pilotage, la soute aux explosifs et le pont de tir, le préféré de Clarisse, qui était équipé de 2 canons Dahlgren à âme lisse, un à bâbord et un à tribord, ainsi que d'un canon rayé de 9 pouces, Brooke à chaque extrémité, tous réadaptés spécialement pour pouvoir propulser des boulets de bronze céleste. Où que nous allions, des marins confédérés morts nous dévisageaient leurs visages de fantômes barbus luisaient en transparence sur leur crâne. Ils ont adopté Annabeth quand ils ont appris qu'elle était originaire de Virginie, puis se sont aussi intéressés à moi à cause de mon nom, Jackson, comme le célèbre général sudiste, mais j'ai tout gâché en ajoutant que j'étais new-yorkais. Tous se sont mis à marmonner des malédictions à l'encontre des Yankees. Quant à Tyson, il était terrifié. Pendant toute la visite, il a insisté pour qu'Annabeth le tienne par la main, ce qui n'avait pas l'air de la ravir. Pour finir, on nous a emmenés dîner. Les quartiers du capitaine n'étaient pas plus grands qu'un vestiaire, mais c'était quand même la pièce la plus spacieuse de tout le bateau. Le couvert était mis, nappe blanche et vaisselle de porcelaine. Des matelots squelettes nous ont apporté des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la gelée de raisin, des chips et du soda. Au début, j'ai refusé de manger de la nourriture servie par des fantômes, mais la faim a fini par l'emporter. Dantal vous a renvoyé pour l'éternité, a lancé Clarisse, d'un petit ton suffisant. Monsieur D a dit que si l'un de vous osait se montrer à la colonie, il le changerait en écureuil et l'écraserait sous les roues de son 4x4. Ce sont eux qui t'ont donné ce bateau. Bien sûr que non, Percy, c'est mon père, Arès. Tu t'imagines que ton père est le seul à avoir du pouvoir sur les mers? Clarisse a ricané. Après chaque guerre, les esprits des vaincus doivent payer un tribut à Arès. C'est la malédiction des perdants. J'ai prié mon père. Je lui ai demandé un moyen de transport et le voici. Ces gars sont prêts à faire tout ce que je leur ordonnerai, pas vrai, capitaine? Le capitaine était debout derrière elle, raide à l'air furibond. Ses yeux verts lumineux me fixaient d'un regard affamé. Nous ferons tout ce que vous voudrez, milady, si cela peut apporter la fin de cette guerre infernale et la paix tant attendue. Nous sommes prêts à tuer n'importe qui. Clarisse a souri. Tuer n'importe qui, ça me plaît. Tyson a ravalé sa salive. Clarisse, a dit Annabeth, il se peut que Luc soit à la recherche de la toison. Lui aussi, nous l'avons vu, il a les coordonnées et il fait route vers le sud. Il a un bateau de croisière plein de monstres. Parfait, je vais le faire sauter. Tu ne comprends pas, nous devons unir nos forces, laisse-nous t'aider. Non, Clarisse a tapé du poing sur la table. C'est ma quête, à moi, puis de sagesse. J'ai enfin l'occasion d'être l'héroïne. Vous n'allez pas me la piquer. Où sont tes compagnons de bungalow? Suis-je intervenu? Tu avais le droit d'emmener 2 amis, n'est-ce pas? Je les ai laissés à la colonie pour la protéger. Tu veux dire que même les gens de ton bungalow ne peuvent pas t'aider? La ferme, Cerfeuil, je n'ai pas besoin d'eux ni de toi. Clarisse, ai-je dit, Dantal se sert de toi. Il se moque pas mal de la colonie. Il serait ravi de la voir en ruine. Il a tout combiné pour que tu échoues. C'est pas vrai. Je me moque de ce que l'oracle. Elle s'est tue brusquement. Quoi? Que t'a dit l'oracle? Rien. Les oreilles de Clarisse sont devenues écarlates. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que je vais mener cette quête à bien et que vous ne m'aiderez pas. D'un autre côté, je ne peux pas vous laisser partir. Nous sommes prisonniers alors, a demandé Annabeth. Vous êtes mes invités, pour le moment.
Clarisse a posé les pieds sur la nappe en lin blanc et s'est ouvert une autre canette de soda. Capitaine, emmenez-les au bord de couchage et attribuez-leur des hamacs. S'ils ne se tiennent pas bien, montrez-leur comment nous traitons les espions ennemis. Le rêve m'est venu dès que je me suis endormi. Grover était assis devant son métier, défaisant frénétiquement la traîne de sa robe de mariée, quand le rocher qui fermait l'entrée de la grotte a roulé. « Ah ah !» a donné le cyclope. « Mon chéri !» s'est exclamé Grover. « Je ne t'ai pas. Tu n'as fait aucun bruit. » Tu défais ton visage, a rugi Polyphème. C'était donc ça le problème? Non, pas du tout, Viens. Polyphème a attrapé Grover par la taille. Il l'a amené le long des tunnels souterrains en le portant et le traînant à la fois. Grover se démenait pour ne pas perdre les escarpins qui dissimulaient ses sabots. Son voile penchait dangereusement sur sa tête, menaçant de se détacher. Le cyclope l'a conduit dans une caverne grande comme un entrepôt, entièrement décorée sur le thème mouton. Un fauteuil relax couvert d'une toison de mouton, un téléviseur tapissé de mèmes, des étagères de bois grossières croulant sous des bibelots et gadgets divers, tasses en forme de tête de mouton, figurines, statuettes de mouton, plâtre, livres d'images et jeux de société avec des pions moutons. Le sol était jonché d'os de mouton, plus d'autres ossements légèrement différents. C'étaient ceux des satyres qui étaient venus sur l'île dans leur quête du dieu Pan. Polyphème a posé Grover au sol, le temps de déplacer un autre gros rocher rond. Un rayon de lumière du jour a pénétré dans la grotte et Grover a poussé un gémissement nostalgique. De l'air frais. Polyphème l'a traîné à l'extérieur sur le flanc d'une colline qui dominait la plus belle île que j'ai jamais vue. Elle avait la forme d'une selle qu'on aurait coupée en deux d'un coup de hache. De luxuriantes collines vertes s'égrenaient de part et d'autre d'une large vallée fendue d'un ravin profond. Un pont de cordes enjambait le ravin. Des torrents étincelants se rejoignaient au bord du précipice et s'y jetaient en une cascade de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des perroquets voletaient entre les arbres, les buissons étaient couverts de fleurs roses et violettes. Des centaines de moutons pâturaient dans les prairies et leurs toisons brillaient d'un étrange éclat métallique, cuivré pour certains, argenté pour d'autres. Et au centre de l'île, juste à côté du pont de cordes, se dressait un chêne énorme et noueux, dont une des branches basses ployait sous une masse qui lançait des reflets au soleil. La toison d'or. Même en rêve, je sentais son pouvoir qui irradiait dans toute l'île, rendant l'herbe plus verte, les fleurs plus belles. Je ne pouvais qu'imaginer la force d'attraction que son odeur devait avoir pour un satyre. Grover a gémi. Oui, a dit Polyphème, tu vois ça, la toison est le joyau de ma collection. Je l'ai volé à des héros il y a très longtemps et depuis ce jour, je mange à l'œil. Les satyres affluent du monde entier comme des papillons attirés par une flamme. Les satyres, c'est bon à manger et maintenant, Polyphème a saisi une paire de méchantes cisailles en bronze. Grover a clapi, mais Polyphème s'est contenté d'attraper le mouton le plus proche comme si c'était un animal en peluche et l'a dépouillé de sa laine. Il a tendu une grosse boule laineuse à Grover, mais ça surtout roué, a-t-il ordonné d'une voix fière. C'est magique, impossible à défaire. Oh, ben, pauvre pupus sans sucre. Mauvaise, 10 rondes. Ah, pas de souci, ce fil va régler le problème. Finir traîne de robe de mariée demain, c'est très gentil de ta part. Mais mon chéri, a octé Grover, et si quelqu'un venait me sauver, je veux dire attaquer l'île? Grover a regardé droit dans ma direction, et j'ai compris que c'était pour moi qu'il posait la question. Qu'est-ce qui l'empêcherait de venir directement à ta caverne? La petite femme a peur, trop mignon, pas de souci. Polyphème a un système de sécurité
je laisse passer, que je le laisse passer. Il a asséné le poing sur le rocher le plus proche, qui s'est fendu en deux. Allez, viens maintenant, a-t-il crié. On retourne à la caverne. Grover apparut sur le point d'éclater en sanglots, si près de la liberté et en même temps si désespérément loin. Des larmes lui sont montées aux yeux quand Polyphème a remis le rocher rond en place, l'enfermant une fois de plus dans la pénombre humide et puante de sa caverne. J'ai été réveillé par les sonneries d'alarme qui retentissaient dans tout le bateau. Tout le monde à bord, tenait le capitaine de sa voix rocailleuse. Trouvez-moi Dame Clarisse, où y passait cette vie. Son visage fantomatique a surgi au-dessus de moi. Lève-toi, Yankee. Tes amis sont déjà en haut. Nous approchons de l'entrée. L'entrée de quoi? Il m'a gratifié d'un sourire de squelette. De la mer des monstres, bien sûr. J'ai vite fourré les rares affaires que j'avais pu sauver des assauts de l'hydre dans un havre sac de marin en toile, et les jeter sur mon épaule. J'avais le sentiment que, quelle que soit l'issue de cette journée, je ne passerai pas une nuit de plus à bord du Birmingham. Je montais les marches de l'escalier quand quelque chose m'a fait piler net, une présence proche, familière et désagréable, sans aucune raison. J'étais brusquement d'humeur bagarreuse. J'avais envie d'asséner un coup de poing à un soldat sudiste mort, la dernière fois que j'avais éprouvé une telle rage. Au lieu de continuer à monter, je me suis rapproché à petits pas de la grille d'aération et j'ai plongé le regard dans la chaufferie. Clarisse était debout juste au-dessus de moi, en pleine conversation avec une silhouette qui chatoyait dans la vapeur des chaudières. Un homme musclé en tenue de motard de cuir noir à la coupe de cheveux militaires qui portait des lunettes de soleil au verre rouge et un poignard attaché contre la cuisse. J'ai serré les dents de tous les Olympiens, c'était celui que j'aimais le moins, Arès, dieu de la guerre. Je ne veux pas d'excuses, Viette, a-t-il aboyé. Oui, père. Tu ne veux pas que je me mette en colère si. Non, père. L'a imité Arès. Tu es pitoyable. J'aurais dû confier cette quête à un de mes fils. Je réussirai, a promis Clarisse. D'une voix qui tremblait, tu seras fier de moi. Il y a intérêt. Tu m'as demandé cette quête, Viette. Si tu laisses ce petit morveux de Jackson te la piquer. Mais l'oracle a dit. Je me fiche de ce qu'il a dit, a rugi Arès, si fort que son image a tremblé. Tu vas réussir, sinon. Il a brandi le poing. Il avait beau n'être qu'une silhouette dans la vapeur des chaudières. Clarisse a eu un mouvement de recul. Sommes-nous bien d'accord, a grondé Arès. Les sonneries d'alarme ont retenti de nouveau. J'ai entendu des voix qui se rapprochaient de moi, celles d'officiers qui hurlaient des ordres pour le chargement des canons. Je me suis éloigné de la grille d'aération sur la pointe des pieds et je suis monté rejoindre Annabeth et Tyson sur le pont. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Annabeth en me voyant. Tu as fait un mauvais rêve. J'ai hoché la tête sans dire un mot. Je ne savais pas que penser de la scène à laquelle je venais d'assister. Elle me tracassait presque autant que mon rêve sur Grover. Clarisse a débouché de l'escalier sur mes talons. J'ai évité de la regarder. Elle a pris une paire de jumelles des mains d'un officier zombie et s'est braquée sur l'horizon. Enfin, a-t-elle soupiré, capitaine en avant toute. J'ai regardé dans la même direction qu'elle, mais je n'ai pas vu grand-chose. Le ciel était couvert et l'air chargé d'une humidité tiède comme la vapeur d'un fer à repasser. En clignant des yeux vraiment forts, je parvenais à distinguer quelques formes floues et sombres à l'horizon. Mon sens nautique me disait que nous étions quelque part au large de la côte nord de la Floride, ce qui signifiait que nous avions couvert une grande distance pendant la nuit, bien supérieure à celle qu'aurait pu parcourir un bateau de simples mortels. Le moteur a gémi quand nous avons accéléré. Trop de pression sur les pistons, a marmonné Tyson d'une voix tendue. Bateau pas fait pour eau profonde. Je ne savais pas trop d'où il tenait ce savoir,
mais ça m'a inquiété. Quelques minutes plus tard, les formes floues se sont précisées. Au nord, une immense masse rocheuse émergeait des flots. Une île bordée de falaises d'au moins 30 mètres de haut, environ 800 mètres au sud de l'île. L'autre tache sombre était une tempête qui couvait. Ciel et mer se mêlaient en bâillonnant furieusement. Un cyclone, a demandé Annabeth. Non, a dit Clarisse. Charybde, Annabeth a blêmi. Tu es folle. C'est la seule façon de pénétrer dans la mer des monstres, en passant tout droit entre Charybde et sa sœur Scylla. Clarisse a pointé le doigt vers le sommet des falaises, et j'ai eu l'impression que vivait là-haut une créature dont je n'avais pas envie de faire la connaissance. Comment ça, le seul moyen? Ai-je répliqué. On a toute la mer devant nous, il suffit de les contourner. Clarisse a levé les yeux au ciel. Mais tu sais rien de rien, toi. Si j'essayais de les contourner, elles ressurgiraient sur ma trajectoire, et voilà tout. Pour entrer dans la mer des monstres, on est obligé de passer entre elles deux. Et les roches flottantes est intervenue Annabeth. C'est un autre accès, c'est celui qu'a utilisé Jason. Je ne peux pas faire sauter des rochers avec mes canons, a dit Clarisse, tandis que des monstres. Tu es folle, a tranché Annabeth. Regarde-moi faire et prends des notes. Puis de sagesse. Clarisse s'est tournée vers le capitaine. Cap sur Charybde. Oui, milady. Le moteur a gémi. Les plaques de fer de la coque ont vibré et le bateau a pris de la vitesse. Clarisse, ai-je demandé. Charybde avale la mer, c'est bien ça. Et elle la recrache un peu plus tard, ouais. Et Scylla, elle vit dans une grotte en haut de ces falaises. Si nous passons trop près, elle laissera prendre ses têtes de serpent et se mettra à cueillir des matelots sur le pont. Opte pour Scylla dans ce cas. Tout le monde descend sous le pont et on file à toute vapeur devant elle. Non, a insisté Clarisse. Si son déjeuner lui passe sous le nez, Scylla risque de vouloir cueillir le bateau tout entier. En plus, elle est trop haut pour faire une bonne cible. Mes canons ne peuvent pas tirer à la verticale, tandis que Charybde, elle est assise au milieu de son tourbillon. Nous allons foncer droit dans sa direction, braquer nos canons sur elle et expédier au tartare. Elle disait ça avec une telle délectation que j'avais presque envie de la croire. Le moteur ronflait, les chaudières chauffaient si fort que je sentais le pont tiédir sous mes pieds, les cheminées crachaient d'énormes volutes de fumée. Le pavillon d'Arès se fouettait au vent à mesure que nous nous rapprochions des monstres. La clameur de Charybde augmentait. C'était un horrible grondement mouillé qui faisait penser à la grande chasse d'eau de la galaxie en action. À chaque inspiration de Charybde, notre bateau faisait un bond en avant. À chacune de ces expirations, nous étions soulevés dans l'eau et ballottés par des vagues de 3 mètres. J'ai essayé de mesurer le rythme du tourbillon. D'après ce que j'ai pu en juger, il fallait environ 3 minutes à Charybde pour aspirer et détruire tout ce qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres. Pour l'éviter, nous allions devoir passer au ras des falaises de Scylla, et si redoutable que Scylla peut être, ces falaises me paraissaient sacrément accueillantes. Des marins zombies vaquaient calmement à leurs occupations sur le pont supérieur. Je me suis dit qu'ils restaient imperturbables parce qu'ils savaient déjà ce que ça signifiait de se battre pour une cause perdue, ou alors ils se fichaient de se faire tuer, vu qu'ils étaient déjà morts. Aucune de ces explications me réconfortait. Annabeth à côté de moi agrippait le bastingage. Tu as encore ton thermos plein de vent, m'a-t-elle demandé. Oui, mais c'est trop dangereux de s'en servir devant un tourbillon comme celui-ci. On risquerait d'aggraver les choses en rajoutant du vent. Et si tu essayais de monter l'eau, tu es le fils de Poséidon. Tu l'as déjà fait. Elle avait raison. J'ai fermé les yeux et tenté d'apaiser les flots. Mais je ne suis pas arrivé à me concentrer. Charybde était trop bruyante et trop forte. Les vagues refusaient de m'obéir. Je n'y arrive pas, ai-je dit d'un ton piteux. Il nous faut un plan de secours. Le plan de Clarisse ne va pas marcher. Annabeth a raison. T'as alors intervenu Tyson. Le moteur est pas bon. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé. Avant qu'il ait eu le temps de répondre, la chasse d'eau
cosmique s'est actionné dans un grondement fracassant. Le bateau a fait un bond en avant et j'ai été projeté au sol. Nous étions entrés dans le tourbillon. Arrière toute, a crié Clarisse par-dessus le vacarme. La mer bouillonnait tout autour de nous et des paquets d'eau s'abattaient sur le pont. Les plaques de fer de la coque étaient si chaudes à présent qu'elles fumaient. Placez Charybde dans notre portée de tir, préparez les canons de tribord. Des marins confédérés morts allaient et venaient en courant. L'hélice s'est inversée en grinçant, mais ça n'a pas suffi à ralentir le bateau, et nous avons continué de glisser vers le centre du tourbillon. Un matelot zombie a surgi de la soute et foncé vers Clarisse. Son uniforme gris fumait, sa barbe était en flammes. La chaufferie surchauffe, madame, elle va exploser. Ben descends la réparer. Je ne peux pas, crier le matelot, on va s'évaporer. On s'évapore à la chaleur. Clarisse a donné un coup de poing dans la tourelle. Il me faut quelques minutes de plus, juste le temps de coucher Charybde dans la ligne de tir, pas plus. Nous sommes happés trop vite, a dit le capitaine d'un ton lugubre. Préparez-vous à mourir. Non, a rugi Tyson. Je peux la réparer. Toi. Clarisse l'a dévisagé, l'air incrédule. C'est un cyclope, a expliqué Annabeth. Il ne craint pas le feu, et il s'y connaît en mécanique. Vas-y, a hurlé Clarisse. Tyson, non. Je l'ai agrippé par le bras. C'est trop dangereux. Seul moyen, mon frère. Tyson m'a tapoté la main. Il avait l'air déterminé, confiant même. Je n'y avais jamais vu cette expression. Je vais la réparer. Je reviens tout de suite. En le regardant s'enfoncer par les goudis avec le matelot fumant, j'ai été saisi par un horrible pressentiment. J'ai voulu lui courir après, mais le bateau fait une nouvelle embardée, et c'est alors que j'ai vu Charybde. Elle est apparue à quelques centaines de mètres à peine, dans un tourbillon de brume, d'eau et de fumée. La première chose que j'ai remarquée, ce fut le corail, une barre de corail noir, en haut de laquelle s'accrochait un figuier, vision étrangement paisible au cœur de Maelstrom. Tout autour, la mer se creusait en entonnoir, comme la lumière autour d'un trou noir. Ensuite, j'ai aperçu l'horrible chose amarrée au récif, juste au-dessous de la surface de l'eau. Une bouche gigantesque aux lèvres visqueuses, aux dents couvertes de mousse, grosse comme des barques. Pire encore, elle était équipée d'un appareil dentaire, de bacs de métal, corrodés, où s'étaient logés toutes sortes de détritus, de boue de poissons et de bois flottés. Charybde était un cauchemar d'orthodontiste. Ce n'était rien d'autre qu'une immense gueule noire, aux dents très en avant, horriblement mal alignée, et cela faisait des siècles et des siècles qu'elle négligeait de se brosser les dents après les repas. Sous mes yeux, toute la mer qui l'entourait était aspirée dans le vide, et avec elle des requins, des bancs de poissons et un poulpe géant. J'ai pris conscience que dans quelques secondes, ce serait le tour du Birmingham. Dame Clarisse, a crié le capitaine, les canons de tribord et d'avant ont la portée de tir. Feu, a ordonné Clarisse. 3 boulets ont fusé vers la gueule du monstre. L'un a pulvérisé le bord d'une incisive. Un autre a disparu dans son gosier. Le troisième a ricoché contre une des bagues de l'appareil dentaire. Et il est revenu vers nous, fauchant le pavillon d'arrêt sur sa hampe. Encore, a aboyé Clarisse. Les artilleurs ont rechargé les canons, mais je savais que la partie était perdue. Il nous aurait fallu bombarder Charybde une centaine de fois pour lui infliger de réels dégâts. Or, nous n'avions pas le temps pour cela. Nous étions aspirés trop vite. À ce moment-là, les vibrations qui secouaient le pont ont changé. Le grondement du moteur s'est fait plus fort et plus régulier. Le bateau a tremblé et commencé à s'écarter de la bouche. Tyson a réussi, s'est exclamé Annabeth. Attendez, a dit Clarisse. Nous avons besoin de rester prêts. Nous allons mourir. Et j'ai objecté. Il faut absolument reculer. Je me suis agrippé au bastingage tandis que le bateau luttait contre l'attraction du vortex. Le pavillon d'Arès, brisé et passé en flèche devant nous pour aller se ficher dans l'appareil dentaire de Charybde. Nous n'avancions pas beaucoup, mais au moins nous ne perdions pas de terrain. Tyson était parvenu à donner juste assez de puissance au moteur pour permettre au bateau de résister. Soudain, la bouche s'est fermée. Un calme absolu s'est abattu sur la mer.
vers Charybde. Puis, tout aussi brutalement qu'elle s'était fermée, la gueule s'est rouverte en recrachant un mur d'eau chargé de tout ce qui n'était pas comestible, y compris nos boulets de canon. L'un d'eux a percuté le flanc du Birmingham avec un ding. Un carillon de foire, nous avons été projetés. Un ding de carillon de foire. Nous avons été projetés en arrière sur une vague qui devait faire bien 12 mètres de haut. J'ai fait appel à toute ma volonté pour empêcher le bateau de chavirer, mais malgré mes efforts acharnés, nous étions toujours emportés comme un fétu de paille vers les falaises qui se dressaient. Sur l'autre rive du détroit, un autre matelot fumant a déboulé de la soute. Il a percuté Clarisse de plein fouet et failli basculer par-dessus bord en le traînant dans sa chute. Le moteur va exploser. Où est Tyson, ai-je demandé. Encore en bas, a répondu le matelot. Allez savoir comment. Il contrôle le moteur, mais il ne pourra pas tenir éternellement. Il faut abandonner le navire, a dit le capitaine. Non, a hurlé Clarisse. Nous n'avons pas le choix, milady. La coque commence à se fissurer. Bientôt, le capitaine n'a jamais fini sa phrase. Rapide comme l'éclair, une chose marron et vert a piqué du ciel, l'a attrapé et l'a happé. Il n'est resté de lui que ses bottes. Scylla, a hurlé un marin. À cet instant même, un autre bout de reptile s'est abattu des falaises et a accueilli le malheureux. Ça s'est passé si vite que j'ai eu plus l'impression de regarder un rayon laser en action qu'un monstre. Je n'ai même pas pu distinguer la figure de la créature, à peine si j'ai vu briller des dents et des écailles. J'ai dégainé turbulence et tenté de pourfendre le monstre qui enlevait déjà un autre matelot, mais j'étais bien trop lent. Tout le monde dans la soute et je hurlais. Impossible, a clamé Clarisse en tirant son épée à son tour. Il y a le feu en bas. Au canot, a dit Annabeth. Vite, on ne pourra jamais franchir les falaises, a objecté Clarisse. On va tous se faire dévorer. Nous devons essayer. Percy, le thermos. Je ne peux pas laisser Tyson. Il faut préparer les canots. Clarisse a obéi aux ordres d'Annabeth et de quelques-uns de ses matelots zombies. Elle a retiré de la housse d'un des deux canots de sauvetage pendant que les têtes de Sia continuaient de tomber. Du ciel comme une pluie de météores attend. Cueillant les marins, confédérés l'un après l'autre, sors l'autre canot, ai-je dit à Annabeth en lui lançant le thermos. Je vais chercher Tyson. Non, on n'y va pas. La chaleur te tuerait. Sans l'écouter, j'ai couru vers l'écoutille de la chaufferie, mais tout d'un coup, je me suis senti décoller du pont. Je fondais le ciel à la verticale, le vent sifflant à mes oreilles, la paroi de la falaise défilant à quelques centimètres seulement de mon visage. Scylla m'avait attrapé par mon sac à dos et me hissait dans son repère. Sans réfléchir, j'ai donné un coup d'épée vers l'arrière et je suis arrivé à planter ma lame dans le petit œil jaune de la créature. Elle m'a lâché en poussant un grognement. La chute risquait déjà d'être meurtrière en soi, vu que j'étais à des dizaines de mètres en l'air. Pour empirer encore les choses, à ce moment-là, le Birmingham a explosé juste au-dessus de moi. La salle des moteurs a sauté en projetant des fragments métalliques à la ronde. Tyson, et je hurlais. Les canaux de sauvetage étaient arrivés à s'éloigner du bateau, mais pas de beaucoup. Une pluie de débris enflammés retombait vers les flots. Clarisse et Annabeth allaient finir broyées, brûlées, vives ou aspirées vers le fond par la coque en train de couler. Et encore, c'était la version optimiste. Dans le scénario où elle s'échapperait à Scylla. C'est alors que j'ai entendu une explosion d'un autre type, le bruit du thermos d'Hermès qui s'ouvrait un peu trop grand. Des courants de vent blanc ont jailli dans toutes les directions, éparpillant les canaux de sauvetage et me stoppant dans ma chute, libre pour me projeter en travers des flots. Je n'y voyais plus rien, j'ai tournoyé dans l'air, me suis cogné brutalement la tête contre quelque chose de dur, puis épercuté la surface de l'océan avec une force qui aurait brisé tous les os de mon corps si je n'avais pas été le fils du dieu de la mer.
c'était la fin du chapitre 11. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis salut.